RDC Justice, l'ouverture historique du procès de Joseph Kabila. Ce vendredi 25 juillet 2025 restera gravé dans l'histoire de la République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis l'indépendance du pays, un ancien chef d'État comparaît devant la justice de son propre pays. Joseph Kabila Kabange, l'homme qui a dirigé le Congo pendant 18 années cruciales, se retrouve aujourd'hui dans le box des accusés de la haute cour militaire de Kinshasa. Un procès historique s'ouvre, porteur d'accusations qui glacent le sang, haute trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Des charges qui pourraient redéfinir l'avenir politique d'un pays déjà meurtri par des décennies de conflits. Mais comment en est-on arrivé là? Quels sont les véritables enjeux de ce procès qui captive l'attention de toute l'Afrique centrale? Bienvenue dans cette analyse approfondie d'un événement qui marquera l'histoire judiciaire et politique de la RDC. Je suis votre narrateur et pendant les 20 prochaines minutes, nous allons décortiquer ensemble les tenants et aboutissants de ce procès exceptionnel. L'ouverture de cette audience devant la haute cour militaire fait suite à une décision majeure. La levée de l'immunité parlementaire de Joseph Kabila par le Sénat congolais le 22 mai dernier. Une décision qui a ouvert la voie à des poursuites judiciaires contre celui qui fut sénateur à vie depuis la fin de son mandat présidentiel en 2019. Nous explorerons d'abord le parcours de cet homme qui a marqué l'histoire contemporaine du Congo, puis nous plongerons dans le contexte géopolitique complexe qui entoure ces accusations. Nous analyserons ensuite les charges retenues contre lui avant d'examiner les enjeux considérables de ce procès pour l'avenir de la région des Grands Lacs. Mais avant tout, il convient de préciser un élément crucial. Joseph Kabila ne sera probablement pas présent dans le prétoire de Kinshasa ce vendredi. L'ancien président, en exil depuis plus de 2 ans, a choisi de ne pas répondre à la convocation de la justice militaire. Une absence qui n'empêchera pas le procès de se dérouler, la loi congolaise autorisant les procédures par contumace. Cette absence physique contraste paradoxalement avec sa présence médiatique récente. En effet, Joseph Kabila a fait sensation en mai dernier en se rendant à Goma, cette ville stratégique de l'Est du Congo, désormais sous contrôle du mouvement rebelle M23. Un geste perçu par beaucoup comme une provocation directe envers le pouvoir de Félix Tshisekedi, son successeur à la présidence. Pour comprendre les enjeux de ce procès, il faut d'abord connaître l'homme qui se trouve au cœur de cette tempête judiciaire. Joseph Kabila Kabange naît le 4 juin 1971 à Hewa Bora II, dans le territoire de Fizi, au sud Kivu. Cette région de l'Est du Congo, théâtre de nombreux conflits, façonnera profondément sa vision politique et sa compréhension des enjeux sécuritaires de son pays. Fils de Laurent-Désiré Kabila, figure emblématique de la résistance congolaise et ancien président de la République, Joseph grandit dans l'ombre d'un père charismatique mais controversé. Laurent-Désiré Kabila, ancien compagnon d'armes d'Ernesto Che Guevara dans les années 1960, avait mené une longue lutte contre le régime de Mobutu Sese Seko avant de prendre le pouvoir en 1997. Le destin de Joseph Kabila bascule tragiquement le 16 janvier 2001. Ce jour-là, Laurent-Désiré Kabila est assassiné dans son palais présidentiel de Kinshasa par l'un de ses gardes du corps. Le pays sombre dans l'incertitude. Qui peut succéder à cet homme fort qui venait tout juste de renverser la dictature mobutiste? La réponse viendra de manière inattendue. Joseph Kabila, alors âgé de seulement 29 ans, est désigné par l'entourage de son père pour lui succéder. Le 26 janvier 2001, 10 jours après l'assassinat de son père, Joseph Kabila prête serment et devient le plus jeune président au monde. Un record qui témoigne autant de l'exceptionnalité de la situation que des défis colossaux qui l'attendent. Le Congo qu'il hérite est un pays déchiré par ce que l'on appellera plus tard la Première Guerre mondiale africaine, un conflit qui a impliqué 9 pays africains et fait plusieurs millions de morts. L'arrivée de Joseph Kabila au pouvoir marque le début d'une nouvelle ère pour la RDC, mais aussi le commencement d'un règne qui durera près de 2 décennies. Contrairement à son père, réputé pour son tempérament fougueux et ses discours enflammés, Joseph Kabila se distingue par un style plus réservé, presque énigmatique. Cette personnalité discrète lui vaudra autant d'admirateurs que de détracteurs. Ses premières années au pouvoir sont marquées par des efforts considérables pour pacifier le pays. En 2002, il signe les accords de paix de Pretoria avec le Rwanda, mettant officiellement fin à la Deuxième Guerre du Congo. Cette initiative diplomatique lui vaut une reconnaissance internationale et ouvre la voie à la première élection démocratique de l'histoire moderne du Congo. L'élection présidentielle de 2006 constitue un tournant majeur. Joseph Kabila affronte Jean-Pierre Bemba au second tour et remporte la victoire avec 58% des voix.
Cette élection, supervisée par la communauté internationale et notamment par la mission des Nations Unies au Congo MONUSTO, lui confère une légitimité démocratique que son père n'avait jamais obtenue. Son premier mandat est consacré à la reconstruction d'un État délabré. Infrastructures, éducation, santé, tous les secteurs nécessitent une attention urgente. Kabila lance plusieurs chantiers ambitieux, particulièrement le programme des 5 chantiers qui vise à moderniser le pays. Cependant, les défis sécuritaires persistent, particulièrement dans l'est du pays où les groupes armés continuent de semer la terreur. La réélection de 2011 s'avère plus controversée. Face à Étienne Tshisekedi, père de l'actuel président Félix Tshisekedi, Joseph Kabila est déclaré vainqueur avec 49% des voix. Cependant, cette élection est entachée d'irrégularités selon de nombreux observateurs internationaux, créant une crise de légitimité qui marquera son second mandat. C'est durant cette période que les tensions avec l'opposition s'exacerbent. La constitution congolaise limite le nombre de mandats présidentiels à 2, mais les rumeurs d'une possible modification constitutionnelle pour permettre un 3e mandat alimentent les spéculations. Ces rumeurs, bien que jamais confirmées officiellement, contribuent à détériorer le climat politique. Le mandat de Kabila devait se terminer en décembre 2016, mais les élections sont reportées à plusieurs reprises, officiellement pour des raisons logistiques et financières. Ce report provoque des manifestations sanglantes et une crise politique majeure. Il faudra attendre décembre 2018 pour que se tiennent enfin les élections présidentielles, remportées par Félix Tshisekedi dans des conditions également controversées. Le 24 janvier 2019, Joseph Kabila quitte le pouvoir après 18 ans à la tête du Congo, devenant ainsi le premier président congolais à céder le pouvoir de manière pacifique depuis l'indépendance en 1960. Cette transition, saluée par la communauté internationale, semblait marquer la fin d'une époque et l'ouverture d'un nouveau chapitre démocratique pour la RDC. Pour saisir pleinement les accusations portées contre Joseph Kabila, il est indispensable de comprendre le contexte géopolitique complexe de la région des Grands Lacs africains. Cette région, qui englobe la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie, est le théâtre depuis plus de 3 décennies d'une instabilité chronique dont les racines plongent dans l'un des épisodes les plus sombres de l'histoire africaine contemporaine. Tout commence en 1994 avec le génocide rwandais. En l'espace de 100 jours, entre 800 000 et 1 million de Tutsis et Hutus modérés sont massacrés par les milices extrémistes Hutus. La fin de ce génocide, marquée par la victoire du Front patriotique rwandais dirigé par Paul Kagame, provoque un exode massif. Plus d'1 million de réfugiés Hutus, parmi lesquels se trouvent de nombreux génocidaires, se réfugient dans les du Zaïre, l'actuelle RDC. Ces camps de réfugiés deviennent rapidement des bases arrières pour les forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, un groupe armé composé d'anciens militaires et miliciens responsables du génocide. Depuis le territoire congolais, ces forces mènent des incursions contre le nouveau pouvoir rwandais, créant une menace sécuritaire permanente pour Kigali. Cette situation explosive pousse le Rwanda à intervenir militairement en RDC, d'abord en 1996 pour soutenir Laurent Désiré Kabila dans sa lutte contre Mobutu, puis en 1998 lorsque les relations entre Kinshasa et Kigali se détériorent. Ces interventions successives plongent la région dans ce que les experts appellent la Première Guerre mondiale africaine, un conflit qui implique 9 pays africains et fait plusieurs millions de victimes. Au-delà des enjeux sécuritaires, la région des Grands Lacs recèle des richesses minérales considérables qui attisent les convoitises. L'est de la RDC regorge de minerais stratégiques coltants, indispensables à la fabrication des téléphones portables et ordinateurs, cobalt, essentiel pour les batteries des véhicules électriques, or, diamants et bien d'autres ressources précieuses. Ces richesses, loin d'être une bénédiction, deviennent une malédiction, alimentant les conflits et finançant les groupes armés. Cette malédiction des ressources crée un cercle vicieux, les groupes armés contrôlent les sites miniers pour financer leurs activités, perpétuant ainsi l'instabilité qui leur permet de maintenir ce contrôle. Les populations civiles, prises en étau entre les différents belligérants, paient le prix fort de cette situation avec des déplacements massifs, des violences sexuelles systématiques et une pauvreté endémique malgré les richesses du sous-sol. C'est dans ce contexte d'instabilité chronique qu'émerge le mouvement du 23 mars, plus connu sous l'acronyme M23. Pour comprendre cette rébellion, il faut remonter à 2004 et à l'émergence d'un autre mouvement armé, le Congrès national pour la défense du peuple CNDP, dirigé par le général Laurent Nkunda. Laurent Nkunda, officier Tutsi de l'armée congolaise, justifie sa rébellion par la nécessité de protéger les populations Tutsi de l'est du Congo contre les exactions des FDLR. Son mouvement, soutenu par le Rwanda, prend rapidement de l'ampleur et menace même la ville stratégique de Goma. En 2008,
Cette crise pousse la communauté internationale à intensifier ses efforts de médiation. Le 23 mars 2009, un accord de paix est signé entre le gouvernement congolais et le CNDP. Cet accord, négocié sous l'égide de la communauté internationale, prévoit l'intégration des combattants du CNDP dans l'armée régulière congolaise FARDC et la mise en place de programmes de développement dans l'aide du pays. Laurent Nkunda est écarté du pouvoir et placé en résidence surveillée au Rwanda, où il se trouve encore aujourd'hui. Cependant, l'application de cet accord s'avère problématique. Les anciens combattants du CNDP, intégrés dans l'armée congolaise, se plaignent de discrimination, de retard dans le paiement de leurs soldes et du non-respect des engagements pris par Kinshasa. Ces frustrations grandissantes créent un terreau favorable à une nouvelle rébellion. En avril 2012, la situation explose. Centaines d'anciens combattants du CNDP, désormais intégrés dans l'armée congolaise, se mutinent et désertent leur position. Ils accusent le gouvernement de Joseph Kabila de ne pas respecter l'accord du 23 mars 2009, d'où le nom de leur nouveau mouvement, le M23, en référence à cette date symbolique. Dirigé par Bosco Ntaganda, surnommé Terminator et recherché par la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, le M23 lance une offensive fulgurante. En quelques mois, les rebelles s'emparent de vastes territoires dans le Nord Kivu et menacent directement Goma, la capitale provinciale et véritable poumon économique de l'est du Congo. Le 20 novembre 2012, après des combats acharnés, les rebelles du M23 prennent le contrôle de Goma, humiliant l'armée congolaise et la mission de maintien de la paix des Nations Unies. Cette prise de contrôle provoque un tollé international et relance les accusations contre le Rwanda, soupçonné de soutenir militairement les rebelles. Après leur défaite en 2013 face à une coalition de l'armée congolaise et de la brigade d'intervention des Nations Unies, les combattants du M23 semblaient définitivement neutralisés. Un accord de paix signé à Nairobi prévoyait leur démobilisation et leur réintégration dans la société civile. Beaucoup pensaient que ce chapitre sombre de l'histoire congolaise était pour toujours clos. Pourtant, en 2021, le M23 ressurgit de ses cendres. Profitant des faiblesses persistantes de l'État congolais et des tensions communautaires toujours vives dans l'est du pays, le mouvement rebelle reprend les armes. Cette résurgence coïncide avec une détérioration des relations entre la RDC et le Rwanda, Kinshasa accusant Kigali de soutenir à nouveau les rebelles. L'offensive de janvier 2025 marque un tournant dramatique. En quelques semaines, les forces du M23, appuyées selon de nombreux rapports par l'armée rwandaise, s'emparent successivement de Goma et de Bukavu, les deux principales villes de l'est du Congo. Cette conquête éclair, qui fait des milliers de victimes civiles, replonge la région dans le chaos et relance les accusations de soutien rwandais aux rebelles. C'est dans ce contexte explosif que Joseph Kabila fait son apparition à Goma en mai 2025, quelques mois seulement après la prise de contrôle de la ville par le M23. Cette visite, perçue comme une provocation par le pouvoir de Kinshasa, constitue l'élément déclencheur des accusations de trahison qui pèsent aujourd'hui sur l'ancien président. L'acte d'accusation dressé par l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo contre Joseph Kabila est d'une gravité exceptionnelle. Rarement dans l'histoire judiciaire africaine contemporaine, un ancien chef d'État a fait l'objet d'accusations aussi lourdes de la part de la justice de son propre pays. Le premier chef d'accusation, et sans doute le plus symbolique, est celui de haute trahison. Dans le droit congolais, ce crime est défini comme tout acte commis par un citoyen congolais qui porte atteinte à la sûreté extérieure de l'État ou qui favorise les entreprises d'une puissance étrangère contre la RDC. L'accusation soutient que Joseph Kabila, par ses liens présumés avec le M23 et ses soutiens rwandais, aurait trahi les intérêts fondamentaux de son pays. Cette accusation de trahison s'appuie notamment sur la présence de l'ancien président à Goma en mai 2025, alors que cette ville était sous contrôle du mouvement rebelle M23. Pour l'accusation, cette visite ne peut s'expliquer que par une complicité active avec les forces d'occupation, constituant ainsi un acte de trahison caractérisé. Le deuxième chef d'accusation concerne la participation à un mouvement insurrectionnel. Selon l'acte d'accusation, Joseph Kabila aurait non seulement soutenu le M23, mais aurait également participé activement à l'organisation et au financement de ces activités. Cette accusation suggère que l'ancien président aurait utilisé ses réseaux et ses ressources pour alimenter la rébellion, transformant ainsi son opposition politique en soutien armé à un groupe rebelle. Les troisième et quatrième chefs d'accusation touchent au cœur du droit international humanitaire, les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. L'accusation soutient que par son soutien présumé au M23, Joseph Kabila se serait rendu complice des exactions commises par ce groupe armé contre les populations civiles. Ces exactions incluent des massacres, des déplacements forcés de population, des violences sexuelles systématiques et la destruction d'infrastructures civiles.
Le crime contre la paix et la sécurité de l'humanité, cinquième chef d'accusation, élargit encore le spectre des reproches. Cette qualification juridique, inspirée du droit international, vise les actes qui, par leur ampleur et leur gravité, menacent la paix et la sécurité non seulement nationale, mais régionale et internationale. Les sixième et septième chefs d'accusation, torture et viol, sont particulièrement choquants. L'accusation soutient que Joseph Kabila, par son soutien au M23, se serait rendu complice de ces crimes odieux commis de manière systématique par les forces rebelles. Ces accusations s'appuient sur de nombreux témoignages de victimes et sur les rapports d'organisations internationales de défense des droits humains. Enfin, le dernier chef d'accusation concerne l'occupation à force ouverte de la ville de Goma. Cette qualification juridique vise à sanctionner la prise de contrôle illégale d'un territoire par la force armée. En soutenant le M23 dans sa conquête de Goma, Joseph Kabila se serait rendu complice de cette occupation illégale. L'accusation contre Joseph Kabila ne repose pas uniquement sur des présomptions, mais s'appuie sur un faisceau d'indices et de témoignages que l'auditeur général des FARDC considère comme accablants. Ces éléments de preuve, bien qu'ils devront être débattus contradictoirement devant la haute cour militaire, dessinent le portrait d'un ancien président accusé d'avoir franchi la ligne rouge de la trahison. L'élément le plus spectaculaire du dossier d'accusation reste la présence de Joseph Kabila à Goma en mai 2025. Cette visite, largement documentée par les médias et les réseaux sociaux, constitue selon l'accusation la preuve la plus tangible de sa complicité avec le M23. Comment expliquer autrement ? Interroge l'accusation qu'un ancien président de la République puisse se rendre librement dans une ville contrôlée par un groupe rebelle, si ce n'est par une entente préalable. Cette visite à Goma s'inscrit dans un contexte plus large de rapprochement présumé entre Joseph Kabila et les forces rebelles. Selon l'accusation, des témoins auraient observé des rencontres secrètes entre des émissaires de l'ancien président et des dirigeants du M23, notamment dans la région frontalière entre la RDC et le Rwanda. Ces témoignages, dont l'identité reste protégée pour des raisons de sécurité, décrivent un système de coordination entre l'ancien président et les rebelles. L'accusation s'appuie également sur des éléments financiers. Dames enquêtes bancaires auraient révélé des transferts de fonds suspects depuis des comptes liés à Joseph Kabila vers des intermédiaires présumés du M23. Ces transactions, effectuées par l'intermédiaire de banques régionales, constitueraient, selon l'accusation, la preuve d'un financement de la rébellion par l'ancien président. Les déclarations publiques de Joseph Kabila constituent un autre élément du dossier d'accusation. Lors de son discours à Goma en mai 2025, l'ancien président avait critiqué vivement la politique du gouvernement Tshisekedi et appelé à un changement radical de la gouvernance congolaise. Pour l'accusation, ces propos, tenus en territoire rebelle, constituent un appel à peine voilé à la rébellion. L'accusation cite de plus les déclarations du président Félix Tshisekedi, qui avait publiquement accusé son prédécesseur d'être le cerveau de la coalition rebelle AFC M23. Ces accusations présidentielles, formulées en août 2024, avaient déjà créé un climat de tension politique majeure et préparé le terrain aux poursuites judiciaires actuelles. Témoignages de transfuges du M23 viennent également alimenter le dossier d'accusation. Plusieurs anciens combattants du mouvement rebelle, ayant fait défection, auraient confirmé l'existence de liens entre Joseph Kabila et la direction du M23. Ces témoins décrivent un système de coordination politique et logistique entre l'ancien président et les rebelles, coordonnés depuis l'étranger. L'accusation s'appuie enfin sur des rapports d'experts internationaux, notamment ceux du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC, qui ont documenté les liens entre le M23 et ses soutiens extérieurs. Bien que ces rapports ne mentionnent pas explicitement Joseph Kabila, l'accusation considère qu'ils établissent l'existence d'un réseau de soutien à la rébellion dans lequel l'ancien président aurait joué un rôle central. Ces éléments de preuve, pris individuellement, pourraient sembler fragiles, mais leur accumulation constitue selon l'accusation un faisceau d'indices suffisant pour justifier les poursuites. Il appartiendra désormais à la haute cour militaire d'évaluer la solidité de ces accusations et de déterminer si elles sont suffisantes pour emporter la conviction des juges. Le procès de Joseph Kabila revêt une dimension juridique exceptionnelle qui dépasse largement le cadre congolais. Pour la première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, un ancien chef d'État comparaît devant la justice de son propre pays. Cette première historique soulève des questions juridiques complexes qui pourraient créer des précédents importants pour l'ensemble du continent africain. La compétence de la haute cour militaire pour juger un civil, fût-il ancien président, constitue le premier défi juridique majeur. Bien que la loi congolaise prévoie cette possibilité pour les crimes liés à la sécurité de l'État, la défense de Joseph Kabila pourrait contester cette compétence, arguant que seule une juridiction civile devrait être habilitée à juger un ancien chef d'État civil.
L'absence de l'accusé soulève également des questions procédurales importantes. Le droit congolais autorise certes les procès par contumace, mais cette procédure, critiquée par de nombreux juristes, pose des problèmes d'équité. Comment garantir les droits de la défense lorsque l'accusé n'est pas présent? Comment s'assurer que le procès ne se transforme pas en simple formalité judiciaire? La question de l'immunité constitue un autre enjeu juridique crucial. Bien que le Sénat ait levé l'immunité parlementaire de Joseph Kabila en tant que sénateur à vie, certains juristes s'interrogent sur l'existence d'une immunité présidentielle qui pourrait subsister après la fin du mandat. Cette question, jamais tranchée par la jurisprudence congolaise, pourrait faire l'objet de débats juridiques approfondis. L'application du droit international humanitaire dans le cadre d'une juridiction nationale soulève aussi des défis techniques. Les accusations de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité nécessitent une expertise juridique particulière que la Haute Cour militaire congolaise n'a jamais eu l'occasion de développer. Cette situation pourrait nécessiter l'intervention d'experts internationaux ou créer des difficultés d'interprétation du droit. Au-delà des aspects juridiques, ce procès revêt une dimension politique considérable qui pourrait redéfinir l'équilibre des forces en République démocratique du Congo. L'issue de cette procédure judiciaire aura des répercussions directes sur la stabilité politique du pays et sur l'avenir de la démocratie congolaise. Pour le président Félix Tshisekedi, ce procès représente un test crucial de sa capacité à imposer l'autorité de l'État face à son prédécesseur. Depuis son arrivée au pouvoir en 2019, Tshisekedi a dû composer avec l'influence persistante de Joseph Kabila qui contrôlait encore une majorité parlementaire à travers sa coalition politique, le Front commun pour le Congo FCC. La rupture de cette alliance en 2020 et les poursuites actuelles marquent une volonté claire de Tshisekedi de s'affranchir définitivement de l'ombre de son prédécesseur. Cependant, cette stratégie comporte des risques politiques considérables. Joseph Kabila conserve une base de soutien importante, particulièrement dans l'est du pays et parmi certaines communautés. Un procès perçu comme une instrumentalisation de la justice à des fins politiques pourrait radicaliser ses partisans et créer de nouvelles tensions. La question se pose donc de savoir si ce procès contribuera à la réconciliation nationale ou, au contraire, approfondira les divisions politiques. L'impact sur les relations entre Kinshasa et Kigali constitue un autre enjeu politique majeur. Si les accusations contre Joseph Kabila devaient être confirmées, cela renforcerait la thèse congolaise d'une déstabilisation orchestrée depuis l'extérieur. Cette situation pourrait justifier des mesures diplomatiques ou même militaires plus fermes contre le Rwanda avec le risque d'une escalade régionale. La réaction de la communauté internationale sera également déterminante. Les partenaires occidentaux de la RDC, qui ont longtemps soutenu Joseph Kabila avant de se rapprocher de Félix Tshisekedi, observent ce procès avec attention. Leur position pourrait influencer l'issue de la procédure et déterminer le niveau de soutien internat dont bénéficiera le gouvernement congolais. Les implications de ce procès dépassent largement les frontières congolaises et concernent l'ensemble de la région des Grands Lacs africains. L'issue de cette procédure judiciaire pourrait redéfinir les équilibres géopolitiques régionaux et influencer les efforts de paix en cours. La question du soutien rwandais au M23, centrale dans les accusations contre Joseph Kabila, place le Rwanda dans une position délicate. Si le procès devait établir l'existence de liens entre l'ancien président congolais et les rebelles soutenus par Kigali, cela pourrait légitimer les accusations congolaises contre le Rwanda et justifier des sanctions internationales. Paul Kagame, le président rwandais, qui a toujours nié tout soutien au M23, pourrait se retrouver isolé diplomatiquement. Les négociations de paix en cours, notamment celles menées à Doha sous l'égide du Qatar, pourraient également être affectées par l'issue de ce procès. Si Joseph Kabila devait être reconnu coupable de soutien à la rébellion, cela pourrait renforcer la position de négociation du gouvernement congolais et affaiblir celle du M23. Inversement, un acquittement ou un procès perçu comme inéquitable pourrait délégitimer les efforts de paix. L'impact sur les populations civiles de l'est du Congo constitue l'enjeu le plus dramatique. Ces populations, qui subissent depuis des décennies les conséquences des conflits armés, espèrent que ce procès contribuera à établir la vérité et à rendre justice. Cependant, le risque existe que cette procédure judiciaire exacerbe les tensions communautaires et prolonge l'instabilité. La position de l'Union africaine et des organisations régionales comme la Communauté d'Afrique de l'Est sera ainsi déterminante. Ces organisations, qui ont multiplié les initiatives de médiation dans la crise congolaise, pourraient voir leur crédibilité affectée par l'issue de ce procès. Un échec des efforts de réconciliation pourrait remettre en question l'efficacité des mécanismes africains de résolution des conflits. Enfin, ce procès pourrait créer un précédent important pour la justice transitionnelle en Afrique.
Si la procédure devait aboutir à une condamnation, elle démontrerait qu'aucun dirigeant, même ancien chef d'État, n'est au-dessus des lois. Cette leçon pourrait avoir des répercussions positives sur l'ensemble du continent, où l'impunité des dirigeants reste un problème majeur. Alors que s'ouvre ce procès historique, plusieurs scénarios se dessinent pour l'avenir de Joseph Kabila et, plus largement, pour la stabilité de la République démocratique du Congo. Chacun de ces scénarios porte en lui des implications considérables pour l'avenir politique et sécuritaire de la région. Le premier scénario, et sans doute le plus probable à court terme, est celui d'un procès par contumace se déroulant sans la présence de l'accusé. Dans cette hypothèse, la haute cour militaire examinerait les charges retenues contre Joseph Kabila en l'absence de toute défense contradictoire. Ce scénario, bien que juridiquement possible, soulève des questions importantes sur l'équité de la procédure et pourrait affaiblir la légitimité d'un éventuel verdict de condamnation. Un deuxième scénario envisageable serait celui d'une négociation politique en coulisses visant à éviter un procès qui pourrait déstabiliser davantage le pays. Cette option impliquerait des discussions secrètes entre les équipes de Félix Tshisekedi et de Joseph Kabila, possiblement sous l'égide de médiateurs internationaux. Un tel accord pourrait prévoir l'abandon des poursuites en échange de garanties politiques ou d'un retrait définitif de Joseph Kabila de la scène politique congolaise. Le troisième scénario, plus dramatique, serait celui d'une escalade du conflit. Si Joseph Kabila et ses soutiens devaient percevoir ce procès comme une persécution politique, ils pourraient choisir de radicaliser leur opposition. Cette radicalisation pourrait prendre la forme d'un soutien plus ouvert au M23 ou même d'un appel à la rébellion généralisée. Un tel scénario plongerait la RDC dans une crise politique majeure avec des répercussions sécuritaires imprévisibles. Un quatrième scénario, plus optimiste, serait celui d'un procès équitable aboutissant à un verdict accepté par toutes les parties. Cette issue nécessiterait cependant que Joseph Kabila accepte de comparaître devant la justice congolaise et que la procédure se déroule dans le respect des standards internationaux. Un tel dénouement, bien qu'improbable, pourrait contribuer à la réconciliation nationale et renforcer l'état de droit en RDC. Le procès qui s'ouvre ce vendredi 25 juillet 2025 devant la haute cour militaire de Kinshasa marque indéniablement un tournant dans l'histoire politique et judiciaire de la République démocratique du Congo. Pour la première fois depuis l'indépendance, un ancien chef d'État congolais comparaît devant la justice de son propre pays, accusé de crimes d'une gravité exceptionnelle. Cette procédure judiciaire, quelle que soit son issue, aura des répercussions durables sur l'avenir du Congo et de la région des Grands Lacs. Elle pose des questions fondamentales sur la nature de la démocratie congolaise, sur l'efficacité de la justice nationale et sur la capacité du pays à surmonter ses divisions internes. Les accusations portées contre Joseph Kabila haute trahison, crimes de guerre, crimes contre l'humanité ne sont pas seulement des qualifications juridiques. Elles reflètent les traumatismes profonds d'un pays qui n'arrive pas à sortir du cycle de la violence et de l'instabilité. Elles interrogent également sur la responsabilité des dirigeants politiques dans les souffrances endurées par les population civile. Au-delà du sort personnel de Joseph Kabila, c'est l'avenir de la démocratie congolaise qui se joue dans ce prétoire. Ce procès constituera-t-il un pas vers l'établissement d'un véritable état de droit, où aucun dirigeant ne serait au-dessus des lois, ou bien ne sera-t-il qu'un épisode supplémentaire dans la longue série des règlements de comptes politiques qui ont marqué l'histoire du Congo? La réponse à ces questions ne viendra pas seulement du verdict des juges, mais aussi de la manière dont la société congolaise dans son ensemble accueillera cette procédure. Les citoyens congolais qui ont tant souffert des conflits et de la mauvaise gouvernance méritent une justice équitable et transparente. Ils méritent par ailleurs des dirigeants qui placent l'intérêt national au-dessus de leurs ambitions personnelles. Alors que les populations de l'est du Congo continuent de subir les affres de la guerre, alors que des millions de déplacés internes attendent de pouvoir rentrer chez eux, alors que les richesses du sous-sol congolais continuent d'alimenter les conflits plutôt que le développement. Ce procès rappelle l'urgence de construire un Congo réconcilié avec lui-même. L'histoire retiendra que le 25 juillet 2025, la justice congolaise a tenté de dire le droit face à l'un des hommes les plus puissants du pays. Reste à savoir si cette tentative contribuera à la guérison des blessures nationales ou si elle ne fera qu'approfondir les fractures d'un pays déjà meurtri. Nous continuerons à suivre de près les développements de ce procès historique et ses implications pour l'avenir de la République démocratique du Congo. Car au-delà des enjeux juridiques et politiques, c'est l'espoir de paix et de justice de tout un peuple qui se joue dans cette salle d'audience de Kinshasa. Si cette analyse vous a éclairé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines enquêtes. Vos commentaires nourrissent le débat, alors exprimez-vous en bas. Merci de votre attention et à très bientôt pour un nouveau décryptage.